Bonjour et bienvenue dans ce grand journal de la RFM. À la une de l'actualité, un nouvel hécatombe sur la route, plus de 20 morts et une cinquantaine de blessés. C'est le très lourd bilan d'un accident survenu ce matin près de Louga. Nous irons dans la capitale du Ndjambour où le plan blanc a été déclenché par les autorités sanitaires. Le ministre de l'Intérieur attendu sur place. Vous entendrez également la réaction d'un professionnel de la route dans ce journal. Drame à répétition de l'émigration clandestine, les capitaines de pirogue au cœur des opérations. Nous avons rencontré l'un de ces professionnels de la mer. Prise en charge psychologique des ex-combattants du MFDC, maillon faible du processus de réintégration sociale. Vous entendrez la réflexion de notre correspondant à Ziguinchor et l'avis d'un acteur engagé dans le processus de paix en Casamance. Et puis, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'insécurité routière à la lumière du grave accident survenu ce matin près de Louga et qui a fait 23 morts. Souleymane Niang à la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Terrible accident de la circulation sur la RN2 à quelques kilomètres de Louga. Un bus en provenance du Fouta via Saint-Louis s'est renversé. Le bilan est très lourd, au moins 23 morts. Il y a également des blessés qui ont été évacués vers l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Sur la scène de l'accident, un décor apocalyptique. Sur place, en direct avec nous, notre correspondante à Louga, Nafissatou Ndiaye. Bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Quelle est la situation sur place? Actuellement, nous sommes sur les lieux. Le bus venait de Podor. C'est vers le Fouta et il y a eu 33 morts au total. Les 22 ont perdu la vie sur place et le 23e est décédé à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye et 50 et quelques blessés. Ils sont évacués. Le bus comptait 72 places. Actuellement, toutes les autorités sont sur place en attendant le ministre des Infrastructures. Nous venons aussi de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Là-bas, les gens aussi commençaient à donner du sang là-bas. Il y avait un don de sang là-bas. Alors, est-ce que les opérations de sauvetage sont terminées sur place? Si, les opérations sont terminées sur place. Actuellement, nous attendons juste les autres autorités. Notamment le ministre de l'Intérieur qui est attendu sur place. Exactement, et le ministre des Infrastructures. Est-ce que vous avez eu des témoignages? Y a-t-il des riverains, des villages riverains ou des témoins qui étaient sur place pour plus de détails sur les conditions dans lesquelles l'accident est survenu, à quelle heure notamment? Exactement, l'accident s'est produit vers 8 heures. Plus précisément à Djeller-Lucilla, un village situé dans la commune de Nguidila, à 2 km de la région de Louga. De la commune de Louga, autant pour moi. Merci beaucoup. Allez-y. D'accord. Je disais que nous avons juste trouvé ici les sapeurs-pompiers et les autorités les administratives comme le préfet et le gouverneur de la région, mais ils ne se sont pas encore prononcés sur la situation. D'accord, donc l'accident s'est produit en rase campagne, pas en zone d'habitation, pas dans une agglomération. Non, juste derrière les champs de Djeller-Lucilla, sur la route nationale 2. Merci beaucoup Nafissatou Ndiaye, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions, notamment pour le compte-rendu de la visite des autorités, en particulier le ministre en charge des Transports et le ministre de l'Intérieur qui sont attendus sur place. Vous l'évoquiez tout à l'heure, une cinquantaine de blessés évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le directeur régional de la santé nous fait le point sur la situation. Il nous annonce d'ores et déjà qu'un plan blanc a été déclenché et la région médicale se prépare à d'éventuelles évacuations vers d'autres régions médicales si le besoin se fait sentir. Cheikh Sadibou Senghor, joint tout à l'heure par Awambaye. L'accident a eu lieu ce matin vers 7 h du matin, très tôt. Et tout de suite, en tout cas, toute la région a été mobilisée. Le plan blanc a été déclenché. Et ce plan blanc concerne en tout cas l'ensemble des structures de santé de la région. Donc, ils ont mobilisé des ressources humaines, mais également des ressources
des véhicules, des ambulances, un tout petit peu pour appuyer la prise en charge. Donc il y a des ambulances également qui ont été mobilisées par les sapeurs-pompiers. Et 23 cas de décès ont été notifiés et une cinquantaine de blessés. Actuellement, on est en train de faire le point un tout petit peu au niveau du SAU de Louga pour voir les cas qu'on peut évacuer, ceux-là qu'on peut prendre en charge sur place. Et actuellement, toutes les régions qui sont proches, comme Saint-Louis et la région de Thiès, également ont déclenché leur plan blanc. À ce niveau également, ils ont mis en place un dispositif pour accueillir en tout cas des cas de blessés qu'on ne peut pas véritablement prendre en charge à ce niveau. En résumé, un tout petit peu, donc voilà ce qui se passe à Louga. Donc tous les secteurs ont été mobilisés par le gouverneur, également de la région, l'armée, du moins la gendarmerie. Vous avez des donneurs volontaires par rapport aux dons de sang? Ah oui, on a lancé en tout cas le message actuellement au niveau de la banque de sang. Donc il y a une grande affluence à ce niveau. Et le gouverneur également a mobilisé l'armée pour des dons de sang aux besoins. Donc actuellement, on est en train de faire le point. On n'a pas encore fini de le faire. Donc voilà de façon provisoire les résultats qu'on a. Et à l'instant même, nous apprenons de notre correspondant à Saint-Louis que 5 blessés sont en route vers l'hôpital régional de Saint-Louis en provenance donc de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ousseynou Diop qui se trouve actuellement à l'aéroport de Saint-Louis où il attend le ministre de l'Intérieur qui doit arriver d'un moment à l'autre. Toujours sur cet accident, nous sommes en direct avec M. Mbahan Gomis du syndicat des transports routiers du Sénégal. Il est en ligne. Ah d'accord, donc Mbahan que vous avez joint, Mohamed Ali Mouba qui réagit à cet accident. Il parle de situation regrettable et demande un examen de conscience. C'est une information amère, c'est une situation amère également. Très difficile à avaler, mais nous serons dans l'obligation de travailler parce que prions d'abord pour que le bon Dieu reçoive ses désirs dans son paradis et ceux qui ont rendu l'âme également dans la mer avant-hier. Donc le Sénégal est dans une situation très catastrophique, malheureuse. Donc, au moment où nous parlons, on peut considérer le Sénégal comme un pays accidentogène. Il n'a pas rapport maintenant à l'accident qui s'est produit ce matin. On parle de 23 morts et plusieurs blessés. En tout cas, c'est un jugement. Chacun est dans l'obligation de réfléchir sur la situation et de faire un examen de conscience. Il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement du Sénégal. Vous les appelez à la prudence. Une batterie de mesures a été évidemment mise en place par le gouvernement. On le sait au lendemain des accidents qu'on a connus au Sénégal. Peut-être il y a juste quelques mois. Apparemment, ça n'a servi à rien du tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'État est en train de faire son rôle. Maintenant, on peut considérer la RN3 comme une route accidentogène, comme la route nationale numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que chacun puisse prendre sa responsabilité, que ce soit les journalistes, que ce soit les syndicats, que ce soit les chauffeurs, que ce soit le président. En tout cas, nous sommes en période de pluie. Donc, nous demandons aux chauffeurs, nous les demandons plus de prudence et plus de la prudence. Plus de tolérance et toujours la tolérance. À 12h09, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet accident en attendant d'y revenir plus largement encore dans nos prochaines éditions et dans les prochaines heures au fur et à mesure que la situation se développera sur place. Je rappelle que sur le lieu de l'accident est attendu le ministre de l'Intérieur, le ministre en charge du transport est également attendu sur place et je vous rappelle le bilan, 23 morts dont 22 sur le coup et un 23e décès enregistré à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye où une cinquantaine de blessés sont pris en charge. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. L'immigration irrégulière, on en reparle, vous le savez, le dernier bilan du chavirement de la pirogue survenue à Ouakam s'établit à 16 morts, prétexte pour la RFM de s'entretenir avec le capitaine d'une pirogue, les capitaines de pirogues qui sont au cœur des opérations, de la fabrication de la pirogue à l'organisation du voyage en passant par l'enrôlement.
Il a décrit tout le processus dans ce reportage de Famadiane. Ismaël Nying nous accueille dans une des nombreuses pirogues accostées aux abords de la plage de Soumbédioune. Nous sommes précisément sur l'espace dédié à la charpenterie. Notre capitaine se charge aussi de reloquer les pirogues achetées et convoyées généralement à Dakar. Nous en avons déjà fabriqué beaucoup. Et c'est vers la Casamance que ces pirogues sont achetées et ça prend au moins un mois. Imaginez la fabrication, la peinture et autres. Et selon Ismaël Nying, l'organisation du voyage, c'est tout un processus. Un processus qui démarre par l'achat de la pirogue par les candidats à l'immigration eux-mêmes. Vous savez, c'est avec l'argent cotisé que nous achetons les pirogues. Cet argent cotisé par ceux qui veulent aller à l'immigration clandestine. Et je peux vous dire qu'une fois sur place, nous jetons et la machine et la pirogue. Il n'y a absolument rien qui reste. De 3 à 4 millions, les coûts des pirogues ont connu une hausse avec la recrudescence de l'immigration irrégulière. 5 millions, 7 millions. Parce que les dimensions là, 22 mètres, 18 mètres. Pour notre capitaine, le risque zéro n'existe pas quand l'on veut rallier l'Europe. La plupart des jeunes prennent le risque. Tout le monde est parti. Vous savez, les Guet-Ndariens maîtrisent bien la route vers l'Espagne. Et si vous prenez une pirogue qui quitte l'Espagne et qui veut venir à Ouakam ou à Thiaroye, mais c'est des problèmes parce que cette pirogue ne connaît pas ces deux lieux. Le problème, c'est pas la pirogue, ce sont ceux qui veulent s'aventurer, qui ne connaissent pas souvent là où ils vont. C'est ça le problème. D'après le capitaine Ismaël Nying, ce n'est pas la répression qui va arrêter le phénomène. L'appel du large est plus fort que tout dans les têtes. Famadiane. Kaffrine, un cadre de concertation a été mis en place par le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais. C'est pour harmoniser les interventions des acteurs impliqués dans la riposte contre les migrations irrégulières. Des AOB compte rendu. Renforcer la gouvernance migratoire pour pouvoir lutter efficacement contre la migration irrégulière, l'un des principaux objectifs de cet atelier. Hamidou Mbaye est le responsable du Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais à Kaffrine. C'est une région à forte migration. C'est des communautés qui ont toujours été dans la migration. Nous avons reçu au niveau du BAOS de Kaffrine 1231 demandes de projets pour le financement dans le cadre des fonds régionaux. Pour accompagner des projets des migrants de retour, un fonds de 60 millions a été alloué à chacune des régions du Sénégal. Ahmad Diop, spécialiste en migration-développement au sein du projet gouvernance migration-développement de la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur du ministère des Affaires étrangères. Des fonds mobilisés pour accompagner la réintégration des migrants de retour dans le tissu socio-économique du Sénégal, accompagner aussi l'insertion des potentiels candidats à la migration. Ce partage d'expérience va être axé sur l'accompagnement, l'orientation, la formation et le financement des jeunes. Kaffrine, Day Aoubé, Radio Futur Média. 12h14, un retour sur le drame qui s'est produit à Mlomp, l'assassinat d'un homme par son propre frère qui se trouve être un ancien combattant du MFDC. Ce drame repose le débat sur le suivi psychologique des ex-combattants du Maquis. La plupart de ces anciens du Maquis ont séjourné dans la rébellion et ont intégré la société sans passer par l'étape cruciale de la transition du suivi psychologique. C'est une réflexion de Lamine Ba. Selon plusieurs versions enregistrées depuis la survenue du drame de Mlomp, l'homme qui a tiré à bout portant sur son frère cadet est un ex-combattant du mouvement des forces démocratiques de Casamance. L'isolement et le repli sur soi noté chez le présumé meurtrier de Mlomp depuis sa sortie du Maquis, selon des informations recueillies, est une forme d'obstacle à son intégration sociale qui n'a visiblement pas alerté à suffisance ses proches pour prendre cela au sérieux. Cette affaire très douloureuse, au-delà du constat factuel, pose le débat sur le suivi psychologique des anciens combattants
ex-combattants qui partagent aujourd'hui le même cadre social que leur famille qu'ils ont fini d'intégrer. La situation est d'autant plus inquiétante qu'ils doivent représenter aujourd'hui un nombre assez important d'ex-combattants sortis du maquis et qui peuvent avoir des agissements imprévisibles sur des membres de leur entourage, peu préparés à détecter les signes de détresse qui méritent d'être signalés. L'État, pour ce qui s'agit de l'encadrement du processus de paix, semble avoir les yeux rivés sur la question du désarmement, premier trophée visible comme gain politique, en laissant de côté cet aspect lié à la prise en charge psychologique des ex-combattants sortis fraîchement du maquis. Le combat pour le dépôt des armes doit être un package qui intègre une prise en charge holistique de toutes les questions qui peuvent remettre en cause les résultats engrangés. Ainsi, le drame de Moulombe alerte sur le danger encouru par les familles d'accueil livrées à la merci d'imprévisibles réactions qui peuvent être fatales. L'intégration directe est à remettre en cause, quelle que soit l'urgence qui impose le calendrier politique. La transition du suivi psychologique nécessaire à l'intégration sociale doit impérativement figurer au cœur des actions DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Les acteurs du processus de paix, État, facilitateurs comme ONG, sont interpellés à ce niveau. Lamine Baz, Guinchor, Radio Futur Média. Là-dessus, je vous propose d'entendre l'avis de Cheikh Tidiane Cissé, coordonnateur du mouvement contre la circulation des armes légères en Casamance. Cet acteur engagé dans le processus de paix en Casamance suggère en lieu et place de la valorisation du levier culturel comme instrument de prise en charge psychologique des ex-combattants. Cheikh Tidiane Cissé au micro de Lamine Ba. De manière classique, le DDR demande à ce qu'on regroupe les anciens combattants ailleurs, on leur assure un accompagnement psychologique et c'est tout. Mais ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est tout différent de cela parce que nous avons tropicalisé le DDR en y intégrant les réalités socioculturelles de notre région. Ce qui fait que aujourd'hui, demander un accompagnement psychosocial des ex-combattants, oui, c'est pertinent. Mais est-ce que le Sénégal a assez de psychologues pour faire face à des situations comme ça? On l'a vécu avec le drame de Djola, mais il y a des pistes qui existent au niveau traditionnel. Le culturel doit être valorisé chez nous parce que les combattants qui sont aujourd'hui dans le maquis ont été préparés psychologiquement à travers le culturel. Donc c'est à travers le culturel qu'il faut passer pour donc les démobiliser et leur permettre de pouvoir se réinsérer dans leur société naturellement. Donc je crois que l'État gagnerait à donner une place importante au culturel et au culturel pour qu'effectivement qu'on puisse réussir la démobilisation de ces ex-combattants pour leur permettre de vivre harmonieusement dans nos sociétés. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les anciens élèves de l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal, dénoncent la non-application de la loi d'orientation sociale. Pour eux, c'est un manque de respect de l'État. Certains d'entre eux sont venus se plaindre au niveau de la RFM. Je vous propose d'entendre Dominique Diatta, qui est leur porte-parole au micro de Seydou Nourouba. On peut dire que c'est notre avenir. Elle-même, la loi, c'est elle notre avenir. Et nous voyons que les personnes n'en parlent pas. Et pourtant, c'est voté depuis 2010. Là, on est en 2023, ça veut dire au moins présent. Donc, pas d'application. Il n'y a que 2 articles signés. Voilà, sur 13. Vous voyez comment c'est minime. Depuis 2010 en 2023, donc c'est minime. Donc pour ça, on peut dire que voilà, là, ce qu'on fait, on veut vraiment rappeler les politiciens que vraiment ils doivent tenir ça en compte. Oui, mais surtout en ce moment, nous savons que nous sommes presque à la veille des élections. Jusqu'à la dernière personne qui s'est déclarée candidat. On n'a pas, on sent que on ne nous respecte pas. C'est pas, les décrets ne sont pas signés, ou bien il y a que 2 qui sont signés. Mais là, il y a un problème. On n'est pas respecté. Et puis les travailleurs journaliers du terminal du port autonome de Dakar ont entamé un mouvement d'humeur ce matin devant le MOL 2. Ils réclament de meilleures conditions de travail, notamment une retraite garantie et une assurance maladie. Ils ont décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures renouvelable. Là-dessus, Ousseynou Diop est membre du collectif des journaliers de Dakar Terminal. Il est au micro de Boubacar Dia. On a arrêté de travailler parce qu'on est des journaliers qui opèrent dans ce site depuis 2014, mais en retour, on n'a aucun acquis concernant nous journaliers. On n'a aucun acquis. On nous paye très mal, il n'y a pas de prise en charge médicale, ni de retraite, ni rien. On travaille comme des fous. Nous réclamons de meilleures conditions de travail.
On l'a proposé à la direction par diplomatie. Depuis 3 mois, on est dans les pourparlers, mais rien n'est abouti. Ils disent que c'est l'État du Sénégal qui peut régler notre problème. Parce que le protocole dont Abdou Diouf a signé depuis 1994, c'est ce texte-là qui se base pour nous traiter. Là, il y a problème. Or, je profite de l'occasion pour lancer un appel au ministre Abdou Karim Fofana, qui est le porte-parole du gouvernement. Parce qu'il y a quelques mois, il m'avait reçu en audience. Je l'avais dit à notre problème, nous, journaliers de Dakar, du port de Dakar, qu'ils transmettent ça au président de la République. Car nous souffrons énormément. Tous les travailleurs journaliers au port de Dakar souffrent énormément. Hier, on a déclenché 24 heures de renouvelables. Aujourd'hui, nous allons déclencher 48 heures renouvelables. Ouais, les négociations, ça se passe en cours. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Niger, tentative de coup d'État ou mouvement d'humeur, les accès au palais présidentiel bloqués depuis ce matin. L'on évoque surtout un mouvement d'humeur de la garde présidentielle pour une raison non encore précisée. Des pourparlers sont en cours avec le président Bazoum. Plus de détails avec Nafissa Toussila. C'est tôt ce matin, entre 4h30 et 6h30 temps universel, que les abords de la présidence nigérienne sont bloqués par les éléments de la garde présidentielle. Une situation préoccupante qui pousse certains à penser à une tentative de coup d'État contre Mohamed Bazoum, même si d'autres évoquent un mouvement d'humeur. Dans tous les cas, cette situation a poussé le chef d'État nigérien à négocier avec les mutins au nombre inconnu dans sa résidence à Niamey. Selon Jeune Afrique, un des proches du président Bazoum affirme qu'il est accompagné de son aide de camp et plusieurs membres de sa sécurité rapprochée. D'après lui, il est sain et sauf et il n'est pas retenu en otage. Mais selon Reuters, la garde présidentielle aurait retenu le président Bazoum à l'intérieur du palais et bloqué les alentours avec des véhicules militaires, de même que les ministères situés aux abords avec les agents à l'intérieur. Des informations qui émanent de sources militaires. La garde présidentielle est dirigée par le général Omar Tchani depuis le régime de Mohamedou Issoufou et que Mohamed Bazoum a conservé à son poste en arrivant au pouvoir en 2021. Selon d'autres sources, le président Bazoum a envisagé ces derniers jours de le démettre de ses fonctions, ce qui laisse certains penser à un mouvement d'humeur. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des militaires menacent le régime nigérien. Le 31 mars 2021, des officiers avaient tenté de renverser le président Issoufou à 2 jours de l'investiture de Mohamed Bazoum. Et la présidence du Niger qui souligne sur Twitter que le président Mohamed Bazoum et sa famille se portent bien. La présidence qui rajoute que l'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. En Somalie, arrestation de plusieurs officiers militaires. Ils sont arrêtés pour avoir prétendument aidé un kamikaze à entrer dans une académie militaire de la capitale Mogadiscio et à tuer 30 soldats. Reuters, qui donne l'information, souligne que le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, qui mène une insurrection contre le gouvernement somalien depuis 2006, a revendiqué l'attentat contre l'académie militaire de Djal Siyad. Oui. La guerre au Soudan, plusieurs civils tués hier dans la capitale Khartoum. Des raids aériens et des tirs d'artillerie ont fait au moins 16 morts lors de nouveaux combats entre l'armée et les paramilitaires. La plupart des combats sont concentrés dans des quartiers densément peuplés de Khartoum où des habitants ont signalé hier une attaque des FSR contre le dépôt de munitions de l'armée dans le sud de la ville. Les combats qui ont éclaté le 15 avril entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide commandés par le général Mohamed Hamdan Daglo ont fait plus de 3900 morts et plus de 3 millions de déplacés et de réfugiés. Nouveau naufrage de migrants au large des côtes du Sahara occidental. Bilan 5 morts de jeunes Marocains. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon une ONG locale de défense des droits humains. Le naufrage a eu lieu lundi près de Dakhla. Selon des témoignages recueillis par l'agence France Presse, l'embarcation qui comptait à près d'une 60aine de migrants a chaviré non loin de la côte à cause des vagues. Certains ont pu nager jusqu'au rivage. Les victimes étaient originaires du village de Tigasaline, une région rurale déshéritée dans le moyen Atlas, près de la ville de Khénifra. Merci.
Merci Georges Déthidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'insécurité routière à la lumière du grave accident survenu ce matin non loin de Louga et qui a fait 23 morts et une cinquantaine de blessés. Bilan provisoire. RFM Sport. L'actualité des sports. Chatidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman, et bonjour à tous. Sadio Mané à Al Nassr, le club saoudien insiste pour enrôler le Sénégalais. Oui, alors que l'intérêt d'Al Nassr pour Sadio Mané s'intensifie, le Bayern Munich semble largement ouvert à un départ du Sénégalais. FC Bayern, je cite, en a été informé, mais ce ne sont que des discussions pour l'instant, a indiqué le président du Bayern Munich, Herbert Renner, à Sky Germany, confirmant ainsi la réunion entre Jorn Besner, l'agent de Sadio Mané, et des représentants du club saoudien. Le club bavarois espère récupérer au moins 30 millions d'euros dans la transaction. Sadio Mané, qui prend part d'ailleurs au match amical du Bayern Munich qui se déroule à l'instant. C'est pratiquement à la fin. C'est un match face à Manchester City. Sadio Mané est entré en seconde période à la place de Leroy Sané, tout comme Bounassar. Les Citizens se sont finalement imposés 2-1. Compétition interclub africain, on évalue les chances des équipes sénégalaises. Oui, Génération Foot croise au premier tour préliminaire le Afia de Conakry, c'est en Ligue des Champions, alors que le Casa Sport de Ziguinchor va s'opposer à Étoile Filante de Ouagadougou du Burkina Faso en Coupe CAF. Pour rappel, le foot local sénégalais a remporté le dernier championnat d'Afrique des Nations réservé aux équipes nationales locales. Cette nouvelle posture peut-elle impacter les performances de nos représentants? Voici la réponse de notre confrère Moustapha Sadio de la chaîne publique de la RTS. Le Sénégal a le vent en poupe avec donc cette victoire au championnat d'Afrique des Nations au CHAN. Et on espère que cette dynamique-là soit inversée avec nos clubs et que ce titre-là puisse refléter normalement le potentiel de notre football local. Mais il n'y a aucune garantie. Remporter le CHAN ne garantit pas que nos clubs ont soudainement gagné en expérience et en prestige pour pouvoir dominer en Afrique. Mais il faudrait impulser déjà une dynamique avec ce titre au CHAN parce que nos joueurs locaux ont prouvé qu'ils n'avaient rien à envier aux joueurs d'aucun championnat. Par contre, nos clubs ont besoin de ce genre de compétition-là pour grandir, s'installer progressivement. Le Casa Sport va faire une deuxième campagne africaine d'affilée, c'est une bonne chose. Génération Foot avec une équipe très jeune après avoir perdu une vingtaine de joueurs à l'intersaison va se présenter en Ligue des Champions face au Afia. Il faudra vraiment passer ne serait-ce qu'un tour. C'est dans les cordes de ces deux équipes-là et il faut vraiment utiliser cet engouement de la victoire au CHAN pour installer progressivement nos clubs dans les compétitions africaines. Allez, Suleiman, à vous. Pour la mondial féminin de football, toujours pas de victoire pour les nations africaines. Oui, à l'entame de la deuxième journée, la Zambie a été largement battue ce matin par l'Espagne, 5-0. Nos représentants, que sont la Zambie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc, ont enregistré un bilan de 4 défaites et un match nul. Le Sénégal n'y est pas, donc a raté de peu la qualification à la Coupe du Monde. N'empêche, le foot féminin a beaucoup avancé si l'on en croit Céline Dirsek en charge de la discipline au sein de la FSF, la Fédération sénégalaise de football. Moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est le travail. Et depuis que nous sommes arrivés, on fait de telle sorte qu'on joue tous les week-ends. Et c'est le fruit de cette compétition-là qui fait que les joueuses s'améliorent de plus en plus. Aujourd'hui, nos joueuses s'exportent en Europe. Et plus le fait que la fédération, le comité exécutif donne beaucoup de crédit au football féminin et permet à toutes nos sélections de pouvoir se regrouper 2 à 3 à 4 mois. Donc je pense que la conjugaison de toutes ces choses-là fait qu'aujourd'hui on est à ce niveau-là, mais nous continuons, on ne va pas dormir sur nos lauriers.
On va continuer le travail parce qu'on a un objectif bien déterminé, c'est de se qualifier encore pour la CAN et puis pourquoi pas la prochaine Coupe du Monde féminin. On l'espère pour le football féminin sénégalais. À l'instant donc, c'est Nidir Sek, la chargée du foot féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football. À vous, Suleiman. Merci, cher Tidiane Diagne, à 12h30. RFM, reportage. Reportage Tamkharit à la veille de l'Ashura. C'est l'inquiétude au marché Guet de Kaolack. La raison, la rareté et le coût élevé des poulets de chair. Vendeurs et clients sont préoccupés par la grippe aviaire et les prix jugés excessifs tant pour les poulets ordinaires que pour les poulets de chair. Reportage Fatumbo. La rareté du poulet de chair est devenue un véritable problème au marché Guetch à l'approche de la fête d'Ashura, tant les vendeurs que les clients font face à des difficultés pour vendre et acheter en raison des prix élevés. Mortala, un vendeur, et Sokhna Diara, une cliente, sont particulièrement inquiets de cette situation. Tout est devenu cher, même le poulet se fait rare. Le poulet et même que la viande sont devenus chers. C'est vraiment difficile pour nous les femmes. Quant au poulet ordinaire, Amadou Dieye et Aliou Sall qui les vendent se retrouvent également confrontés au même problème de prix exorbitant. Les prix varient entre 3 500, 4 000, 6 000, voire 7 000 francs pour les poulets du pays. Ah non, je ne vends pas de poulet de chair, plutôt poulet du pays, malgré le prix fixé. Curieusement, dans les étals, on peut trouver quelques coques et même des pentates, mais aucun signe de poulet de chair. Les vendeurs expliquent que la flambée des prix est due à la cherté de l'alimentation des volailles ainsi qu'à la menace de la grippe aviaire. Ça ne sera pas facile parce que l'aliment coûte 500 francs le kilogramme et même le 1000 également. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Décidément, ça s'emballe chez nos jeunes qui continuent de rêver toujours d'aventure et d'Europe malgré les morts qui s'amoncellent sur les routes de l'émigration irrégulière. Ce matin, Libération révèle que 3 départs en tout ont été évités de justesse. Le journal écrit qu'au moment où une pirogue chavirait au large de Ouakam, 2 embarcations s'apprêtaient à prendre le large vers Saint-Louis du Sénégal et Diogo. Auparavant, une embarcation avait été interceptée à Bargny. Sur le drame qui s'est produit au large de Ouakam, le gouvernement a tenu à apporter ses éclairages. Selon Le Soleil, il stabilise le nombre de morts à 16 au lieu de 18. Et Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, nous confie toujours que la pirogue n'a pas été heurtée par une vedette de la Marine nationale. Non, elle a heurté plutôt un rocher. Il était temps, semble dire le témoin, le gouvernement, qu'il s'explique enfin, dit le confrère. Il a fallu attendre le drame de Ouakam et ses 16 morts pour que le gouvernement daigne prendre la parole et s'expliquer sur le phénomène de l'immigration irrégulière et les inondations. Le quotidien lui fait focus sur la batterie de mesures prises pour lutter contre le phénomène, pointant au passage les chiffres de la répression. Vox Populi préfère lui s'arrêter ce matin sur les nouvelles stratégies de départ en haute mer. Mon confrère enseigne qu'elle consiste à ramasser les candidats en petit nombre et les transporter à bord de grandes embarcations qui mouillent au large, au loin. Ils se font passer pour des pêcheurs pour déjouer la surveillance de la marine. Mais dans le même journal, Mignane Diouf du Forum social sénégalais indexe le vieux continent. L'Europe, selon lui, est responsable de ce qui arrive et prédit que cela ne va pas s'arrêter malgré tout. Selon lui, tant que l'Europe n'admettra pas que la migration est une donnée humaine et un droit international reconnu, eh bien, ça ne va pas changer. Pendant ce temps, l'Observateur, lui, s'est déporté au Maroc. À Dakhla, plus précisément, là-bas, des compatriotes candidats à l'immigration irrégulière sont bloqués. Le gouvernement du Sénégal a décidé de les rapatrier. Ils sont 478 migrants à vivre là-bas dans des conditions difficiles. Dans le dénuement total, le processus de rapatriement va commencer incessamment. Parmi les migrants, 10 femmes et 3 enfants. Le journal parle alors de misère dans les camps, manque de moyens, salaire dérisoire, harcèlement sexuel. Le journal a fait un reportage sur le quotidien difficile de nos compatriotes bloqués donc à Sfax aussi. Au Sénégal,
le spectre des inondations aux premières manifestations de l'hivernage qui empêche beaucoup de Sénégalais de dormir du sommeil du juste. Le Sud Quotidien note que l'État affûte ses armes pour ne pas se laisser surprendre. Mais sur ça, et le Soleil pense que peut-être le mal est déjà fait, en tout cas, calvaire des populations de Fass et Médina après les premières gouttes de pluie sur la capitale. Certaines parties de la banlieue de Dakar sont sous les eaux aussi. Elle est au fond du trou, la banlieue, et cela arrive dans un contexte de grève des transporteurs. Relève encore sur ça. À la une du journal LAS, le desserrement de l'étau autour du domicile du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Eh bien, c'est le roi du Maroc qui est à la manœuvre. Mon confrère est formel. Ce matin, contrairement à ce qui se dit partout, il y a bien une raison au-delà de celle officielle avancée par le gouvernement qui veut qu'on a levé les barrières parce que Sonko a arrêté son appel à l'insurrection. Pour mon confrère, c'est Mohamed VI qui a plaidé la cause du leader de PASTEF. Le roi du Maroc est intervenu auprès du chef de l'État pour que ce dernier accepte de lâcher du lest. Promulgation de la loi sur le parrainage et la suppression de la CREI. Pourquoi Macky Sall attend? Le journal Source A cherché à en savoir davantage. Eh bien, c'est parce que Macky Sall doit saisir le Conseil constitutionnel. Les 7 sages vont ensuite lui dire si les lois sur le parrainage et sur la suppression de la CREI sont constitutionnelles. L'Assemblée nationale, dont la session extraordinaire a été aussi ouverte pour la modification du code électoral, devra attendre que ces lois soient promulguées avant de se pencher sur le texte. Le journal L'Info, lui, nous renseigne qu'un remaniement se prépare, mais cette année, pas de vacances pour les ministres. Macky, qui a décidé de ne pas briguer un 3e mandat et qui, à 8 mois de son départ du pouvoir, n'entend cependant pas baisser la cadence. Le chef de l'État dit, le journal L'Info va procéder à un remaniement gouvernemental entre fin juillet et début août. Ce sera l'occasion de pourvoir les postes des ministres des Sports et de l'Élevage, dont l'intérim est assuré par le Premier ministre Amadou Ba. Ce gouvernement sera un gouvernement de travail qui va mettre les bouchées doubles pour permettre à Macky de sortir en beauté, mais aussi un gouvernement de combat politique en perspective de la présidentielle que la mouvance présidentielle entend remporter à tout prix. Bonne à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous revenons sur ce terrible accident qui a fait 23 morts au moins, 23 morts, bilan provisoire disons, ce matin près de Louga. Une 50aine de blessés pris en charge notamment à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Et nous avons appris tout à l'heure qu'un certain nombre de blessés étaient en cours d'évacuation vers Saint-Louis pour parler de cet accident et de l'insécurité routière en général. Nous sommes en ligne et en direct avec monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, monsieur Mansour Faye. Bonjour. Bonjour, monseigneur. Nous serons également tout à l'heure avec Cheikh Omar Gaye, monsieur le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière. Monsieur Gaye, bonjour. Bonjour Souleymane. Bon, si mon ministre parle, moi je pas la parole. Je vous comprends. Je vous comprends. C'est vrai que c'est au dernier moment que voilà la combinaison a été faite. Donc je peux comprendre effectivement que vous ne puissiez débattre avec votre ministre de tutelle. Nous allons rester avec monsieur le ministre Mansour Faye. Vous êtes en route actuellement pour aller à Louga, sur le lieu de l'accident et éventuellement dans la ville, à l'hôpital où les blessés sont pris en charge. Quelles sont les dernières informations que vous pouvez partager avec nous et avec le public sénégalais sur cet accident, notamment en ce qui concerne le bilan et les circonstances de cet accident? Voilà, monsieur Nia, je voudrais d'abord présenter vraiment nos condoléances à l'endroit des familles qui ont perdu en tout cas donc de leurs suite à cet accident qui a occasionné 23 pertes en vie humaine et une 50aine de blessés. Accident effectivement survenu ce matin après 7 heures. Un bus de transport public de personnes qui a quitté la commune de Pété, département de Podor, et qui a quand même cet accident à l'entrée de la ville de Louga. C'est un terrible, encore une fois, c'est un terrible accident. Là, présentement, comme je suis en route sur Louga, il m'est difficile un petit peu de donner des éléments de précision.
Le ministre de l'Intérieur aussi donc, est en cours de route. Je pense qu'il a pris l'avion pour Louga. Et une fois sur place, nous allons en tout cas essayer de voir ce qui s'est réellement passé et aussi aller au niveau donc, des hôpitaux, regarder l'état donc, des victimes qui sont acheminées soit à l'hôpital de Louga et aussi, semble-t-il, au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Mais quel est votre sentiment en tant que ministre de tutelle quand on sait qu'il y a quand même une batterie de mesures qui avaient été prises et appliquées au lendemain de l'accident tout aussi terrible et même plus terrible de 6 kilos où on avait pas loin d'une cinquantaine de décès? Oui, c'est vrai, il y avait les 23 mesures qui ont été prises et mises en œuvre en réalité. Maintenant, je ne peux pas tellement me prononcer, puisque comme je ne suis pas encore arrivé sur le lieu de l'accident, je n'ai pas les éléments fournis par les forces de sécurité et de défense sur place. Je ne peux pas me prononcer sur les circonstances. Tout ce que je peux dire, en tout cas les mesures les plus appropriées, donc sont en état de mise en œuvre. Aujourd'hui, le voyage de nuit est quasiment respecté. Les surcharges, effectivement, les charges donc, des véhicules sont respectées. Je n'ai pas quand même m'aventurer à des appréciations sans fondement. Donc c'est la raison pour laquelle... Donc vous ne pouvez pas nous dire si le bus circulait avant 6 heures du matin, puisque un bus venant du département de Podor qui arrive à Louga à 7 heures du matin, on peut se poser des questions, mais peut-être que le bus a passé la nuit à Saint-Louis, on ne sait pas. Donc vous non plus, vous ne pouvez pas nous dire exactement. Je ne peux pas m'avancer. Je suis en train de me poser toutes ces questions-là. J'ai essayé d'interroger les autorités de l'administration territoriale pour avoir tous ces éléments, en tout cas d'information. On les attend, on va apprécier, donc en fonction donc de ces retours d'information, pour analyser la suite à donner. Le constat, il est là. Effectivement, c'est après 7 heures du matin qu'a eu l'accident. Aujourd'hui, il faut s'affairer autour des victimes. C'est ça qui est c'est l'urgence du moment, effectivement. C'est ça l'urgence du moment, comme vous le dites. Et après, on va essayer d'analyser les causes, les circonstances de l'accident et prendre les mesures appropriées. Alors, mais nos correspondants, on en a eu 2 sur le site, ont été impressionnés par le niveau de destruction du bus. On se demande si c'était un véhicule il y a seulement quelques heures, tellement l'amas est compact. Ce qui nous amène à l'une des mesures, c'est-à-dire la durée d'exploitation des bus de transport en commun et de transport de marchandises. Quel est l'état d'exécution, de mise en œuvre de cette mesure en l'état actuel? Visiblement, on continue à avoir des bus d'un très grand âge dont on doute de l'intégrité même au moment où on les voit circuler. Oui, de toute façon, le texte relatif donc à la durée d'exploitation des véhicules de transport public, ce texte est mis en œuvre. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il va falloir... De toute façon, le bus a semble-t-il donc sa visite technique. Ça, c'est clair, sur nos visite technique, il n'aurait pas pu circuler. Maintenant, il me faut laisser le temps vraiment voir les éléments d'appréciation. Aujourd'hui, donc, je ne peux pas parce que j'ai été sous la main. Ce qui fait bon, avec un peu de prudence, je préfère m'atteler sur des choses que je vais en tout cas. Ben justement, alors je rappelle que Monsieur le Ministre est en cours de route, il est en route, pardon, pour le lieu de l'accident et pour la ville de Louga. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. J'aimerais savoir... Oui, Monsieur le Ministre, c'était juste pour savoir quelles sont les mesures que vous avez fait prendre par vos services immédiatement après l'annonce de l'accident. Je sais que vous n'avez pas toutes les informations et c'est pour ça que vous vous rendez sur le terrain. Mais quelles sont les mesures conservatoires, quelles sont les dispositions que vous avez fait prendre par vos services, relevant en tout cas de votre ministère, pour faire face à la situation? Non, vous savez, aujourd'hui, présentement, il y a le gouverneur de la région de Louga qui est sur place, avec l'ensemble des services concernés, effectivement, pour prendre les mesures appropriées. Alors, vous le savez parfaitement bien, le transport public, c'est des textes, et ensuite le contrôle.
Le ministre de l'Intérieur donc, sera sur place, certainement il me devancera, et on va échanger sur les différentes mesures conservatoires, s'il y a des mesures conservatoires à prendre. Mais là où on met en tout cas le focus, l'urgence, c'est présentement s'affairer autour non seulement des victimes et décédés, et aussi au niveau donc des blessés. L'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister les blessés. Alors, dernière question, le président de la République a tweeté tout à l'heure, je rappelle qu'il est en dehors du Sénégal, il est à Saint-Pétersbourg où doit se tenir le sommet Russie-Afrique, mais il a tweeté tout à l'heure donc pour exprimer sa compassion et présenter ses condoléances et appeler à la prudence bien naturellement sur les routes. Est-ce que vous avez reçu des instructions particulières du chef de l'État en tant que ministre en charge justement des transports terrestres? Non, dès la minute donc de l'information. Allô? Oui, non, mais nous on vous entend très bien. Vous entendez? Oui, donc, le président m'a appelé de suite donc, pour nous demander d'abord de prendre toutes les dispositions pour se rendre sur place, et aussi avec le ministre en charge de l'Intérieur, même le ministre de la Santé, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. Très bien. Je vous remercie pour votre temps. Nous comprenons que avant d'arriver sur place, vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Merci en tout cas pour les éléments que vous nous avez donnés et nous comptons sur vous pour revenir plus largement sur, bien sûr, l'accident, les circonstances de l'accident, les causes et effectivement pour voir aussi dans quelle mesure l'application ou la non-application des directives pourrait être responsable de ce qui s'est passé et plus globalement sur la gestion de la sécurité routière au Sénégal sous votre magistère notamment, même si vous l'avez bien rappelé actuellement toutes nos pensées sont vers les familles des victimes et les victimes elles-mêmes. Merci, Monsieur le ministre Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. À 12h47, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Chef d'édition Awambaye, assisté par Mam Astoukan, Mohamed Ali Mouba à la coordination, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Digital Yassine Pouy, à la production Alioune. À 13h, retrouvez Seydou Nourouba pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite.